Donc l'Empire et le Royaume Luba étaient autant organisés administrativement, politiquement, économiquement, de telle sorte que les habitants de cet espace Luba, les habitants de cet espace Kanyama, puissent vivre heureux sur cet espace de vie. Il faut dire qu'à un certain moment, avec la violation de notre espace par l'esclavage, ce bien-être social qui a été organisé administrativement a été perturbé par les esclavagistes et en ce moment-là a commencé le sous-développement de notre territoire. Au-delà de l'époque de l'esclavage, nous avons vécu la colonisation qui en fait était une étape où on exploitait le peuple de Kanyama avec toute sa richesse afin de faire jouissance à aux colons, en fait à ceux qui sont encore en Belgique. C'est pourquoi je me rappelle quand nous on était encore assez jeunes, 1980-1982, on nous disait qu'il y avait en fait un très grand magasin d'exposition d'œuvres d'art sur la place historique de la Belgique, là où on exposait l'art des Kanyama avec nos ivoires, avec nos dents des hippopotames et avec nos arbres les plus chers au niveau de l'Europe. Et ça rendait riche le royaume de Belgique au détriment de la population des Kanyama. Et il faut dire aussi que Pierre des Grands-Henri, qui était un colon qui était venu chez nous, a pu aussi exploiter les forêts des Kanyama pour se construire une grande richesse en Belgique. Il en est de même de tous ceux que nous avions comme fermiers chez nous, les Barberos, les Brazoto, ainsi de suite pour ceux de ma génération qui connaissent. Oui, donc il y a eu cette pénétration coloniale avec des grands fermiers comme les Brazoto, comme les Barberos, comme les Madame Vermech, les Madame Vandam, qui en fait ont mis la richesse du sol et du sous-sol congolais à l'avantage du colon ou au bien-être et au développement des familles qui étaient venues pour nous coloniser. Sans oublier bien sûr M. Pierre-Boeuf. M. Pierre-Boeuf, oui, il est venu comme délégué administrateur. D'abord, il travaillait comme un mécanicien et puis il a commencé à travailler à KCC et puis il est devenu administrateur de KCC. Mais je me rappelle, c'était un très bon mécanicien, M. Pierre-Boeuf, mais qui après est revenu à Kanyama comme administrateur du domaine pilote de Kanyama KCC, qui est un domaine royal, parce que ce n'est pas seulement un domaine agricole, c'était un domaine agricole, mais oui, mais qui appartenait au roi. Mais il ne faudrait pas oublier qu'à côté de Kanyama, nous avons notre village d'origine Mouandouyi, dans le groupement des Kaloulois. Et à Mouandouyi, il y a un site touristique qui est très important, qui est la grotte de Mouandouyi. Et la grotte de Mouandouyi, selon l'histoire que nos parents nous ont racontée, cette grotte est en fait le refuge du roi Léopold III à cette époque, qui avait fui la guerre au niveau de la Belgique, est venu se réfugier à Kanyama. Et c'est un site touristique qu'on peut développer. D'accord, ça c'est vraiment une belle carte postale qui a été peinte pour le territoire de Kanyama. Et c'est sûr que vous en êtes fiers et vous devez perpétuer cette fierté au travers de vos enfants. Là, on y reviendra dans une prochaine émission. Alors, Monsieur Godefam, au jour d'aujourd'hui, est-il possible de développer Kanyama? Oui, la question, je pense qu'elle est à l'envers. On ne peut pas se demander s'il est possible de développer Kanyama, c'est de dire est-ce que Kanyama se développe? Parce qu'on ne développe pas, mais plutôt on se développe. Est-ce que la population de Kanyama se développe? Est-ce que le territoire de Kanyama se développe? Mais oui, il est possible que le territoire de Kanyama puisse se développer de la même manière qu'il est possible que toute la République démocratique du Congo puisse se développer. Mais néanmoins, il y a des préalables. D'abord, il faut dire que Kanyama a deux atouts fondamentaux. Le premier atout, c'est celui qui est agricole et vétérinaire. Dans cet atout agricole, c'est ce que tout le monde connaît. Kanyama est une terre fertile qui puisse permettre de pouvoir nourrir toute la République démocratique du Congo et même au-delà de la République démocratique du Congo, si son potentiel agricole est bien organisé et s'il est très bien exploité. De ce côté-là, j'en suis moi-même vraiment un exemple parce que les fermes dans lesquelles nous on a évolué à Kangulungu, tout comme à Chitengu, tout comme à Kibondo, tout comme à Mouandouyi, toutes ces fermes ont eu à produire et le coton, et le tabac, et le maïs
qui ont fait que les huttes que nous avions vues qui étaient en train de côtoyer nos maisons atolls ont été transformées chaque fois après que les camions de cotonco qui passaient pour ramasser le coton. Et à cette période de récolte, c'était la période où les gens achetaient, après la vente de leurs produits agricoles, ils achetaient des tôles, ils construisaient des infirmeries ou des dispensaires pour permettre à ce que le village puisse se développer. Ça, c'est le développement de la population elle-même. Mais au-delà du développement lié à l'agriculture, il y avait aussi la foresterie avec Pierre de Grand-Henri. Malheureusement, toute la forêt de Seska a été coupée totalement sans pouvoir penser à renouveler ou à garder l'environnement. Aujourd'hui aussi, il est possible que Kanyama se développe, mais il faut qu'on distingue les domaines. Il y a le domaine agricole qui doit être un domaine industriel, c'est le service national, qui ne doit pas se constituer en concurrence à la population de Kanyama qui cultive avec les houes, qui vend dans les mêmes marchés que le service national. De ce côté-là, j'invite à ce que le général Kassongo, qui s'occupe du service national, puisse être très inventif. Ce n'est pas normal qu'à cette étape des choses, le maïs de Kanyama puisse être vendu brut tel qu'il est. Et pourtant, il y a moyen de transformer ce maïs, d'en faire par exemple le maïzena, qui est une nourriture qui peut être donnée aux enfants, parce que tous nous avons grandi en mangeant le maïzena qui venait de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi le maïs de Kanyama ne peut pas être transformé à Kanyama pour être vendu, pas sous forme de grains de maïs jusqu'à Kinshasa, mais comme bouillie de nourriture des enfants de toute l'Afrique? En ce moment-là, nous allons dépasser ce niveau de la production et de la consommation des matières brutes, mais plutôt nous allons entrer dans l'industrialisation et dans la transformation. Parce que je parle de l'industrialisation et de la transformation de Kanyama, je ne peux pas ne pas penser au courant électrique. Kanyama a un avantage certain d'avoir d'abord le passage de Inga, le fil de Inga et le grand courant passe par Kanyama, le domaine des KCC évidemment, avec une petite transformation de courant, du courant continu en courant alternatif. Kanyama peut recevoir du courant de bonne qualité pour pouvoir booster l'industrialisation de ce territoire du côté d'abord agricole. Non seulement que nous avons ce courant qui est un élément très important dans l'industrialisation du territoire de Kanyama, mais nous avons aussi le chemin de fer qui est un élément très important qui constitue le point d'évacuation et le point d'importation des matières qui puissent en fait féconder l'économie de notre territoire de Kanyama. Au-delà de l'agriculture, nous avons les minéraux. Je voudrais ici informer toute la communauté, si on ne le sait pas, quand je suis passé en 2015 au niveau de Kanyama, je venais de Kamina évidemment, juste après avoir dépassé la rivière Louembe, j'ai vu quelques panneaux qui indiquaient l'exploitation artisanale de minéraux et j'ai vu qu'il y avait déjà un service de mines, à l'époque on appelait Siscam, qui aujourd'hui s'appelle Saemape, qui encadrait les creuseurs artisanaux de matières minières, de produits miniers chez nous à Kanyama. Donc Kanyama n'est pas qu'un territoire agricole, c'est aussi un territoire minier. De ce point de vue-là... Excusez-moi, M. Godefroy, de vous interrompre la parole, parce que si je vous laissais dans le fil de vos idées, nous allons nous perdre sans pour autant nous retrouver. Je connais l'exploitation minière pour y avoir vécu, notamment à Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, bref dans le Katanga, à l'époque de la Gécamine. Et je suis fils d'un feu mangeur de cuivre, comme on l'a dit, les anciens agents de la Gécamine. Alors, l'exploitation minière, la petite expérience que j'ai, ne profite pas presque aux autochtones. Ce sont les multinationaux qui viennent s'enrichir sur le dos des autochtones. Aujourd'hui, essayez de lancer Kanyama dans l'exploitation minière. Croyez-vous, avec tous les effets néfastes, la fièvre d'or, la ruée vers l'or, toutes les maladies liées à l'exploitation minière, ainsi de suite, croyez-vous que ce serait un plus pour le développement de Kanyama? Je n'ai pas demandé à ce qu'aujourd'hui là même les gens exploitent les minéraux de Kanyama. Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'exploitation artisanale, c'est un écrémage de mines, comme nous le disons dans le langage technique. Ce n'est pas à ça que je veux pousser la population de Kanyama. Mais la population de Kanyama ne doit pas s'arrêter à penser aujourd'hui. C'est que si nous parlons développement, c'est que nous pensons à venir.
c'est que nous peignons ce que nous appelons une perspective. Et la perspective de Kanyama, moi-même, je suis très, très conscient. Quand je disais que quand je passais en 2015, en traversant l'OMB, j'ai trouvé déjà l'exploitation minière. Quand je suis arrivé chez nous à Mwandoui, j'ai pu aussi récolter quelques échantillons. Et quand je ramenais ces échantillons à Kinshasa, dans notre service, la cellule technique de coordination et de planification minière, on a testé les produits que j'ai ramenés de Kanyama et j'étais heureux de constater que nous avions peut-être qu'il peut y avoir du cuivre, peut-être qu'il peut y avoir du cobalt, mais nous avions mieux que le cobalt et le cuivre, c'est la wolframite. Et vous savez que le prix de la wolframite est supérieur à 3-4 fois plus que le prix du cuivre et du cobalt. Donc, en fait, nous avons un potentiel d'exploitation minière. Je ne dis pas qu'on l'exploite aujourd'hui. Ça va nécessiter une recherche géologique. D'une manière générale, la recherche géologique commence d'abord par une recherche aéroportée. Après cette recherche aéroportée, il y aura des recherches sur terrain. Mais dès qu'on découvre le minerai, on certifie les minéraux. En ce moment-là, on peut exploiter la wolframite et nous avons un avantage, comme je le disais, de l'agriculture. Aussi je le dis pour le secteur minier. Et comme la wolframite dont j'ai ramassé les traces se trouve au niveau presque de Mwandoui. Mwandoui, c'est à moins de 10 km de KCC. Donc le courant qui est à moins de 10 km de KCC offre une opportunité de telle sorte que KCC et Kanyama soit une zone minière. Et quand vous prenez les deux combinés, ça veut dire l'électricité qui est déjà à KCC et un tronçon de route qui peut faire moins de 30 km entre KCC et le chemin de fer qui passe par Kanyama. Et dès que le chemin de fer est fait, donc nous pouvons transformer le minerai à Kanyama et puis l'évacuer par le chemin de fer. C'est des opportunités que Kanyama offre qui lui donnent l'avantage double d'ailleurs. Soit comme le port le port de Lobito est en train d'être exploité. Donc de Kanyama à Lobito, je pense que c'est le trajet le plus court qui puisse permettre une évacuation rentable des produits miniers ou alors une transformation sur place de tous ces produits-là, afin que Kanyama puisse se développer et tous ses enfants. D'accord, Monsieur Godet, nous vous avons suivi religieusement. Je crois que les questions viendront de tous bords après cette émission parce que les gens souhaiteraient toujours réagir à vos propos. Qu'à cela ne tienne, nous continuons notre bonhomme de chemin, le développement toujours du territoire de Kanyama. Si on considérait l'autochtone, le peuple, les originaires de Kanyama comme des machines, comme des ordinateurs, les systèmes d'exploitation qui est comme leur tête qui gère tous les habitants de Kanyama, est-il prêt pour le décollage d'un développement? Est-ce que ce système d'exploitation, il est bon? Est-ce que ce système d'exploitation peut être mis à jour? Est-ce que ce système d'exploitation peut être revu afin que dans l'ensemble, tous, comme un seul homme, puissent s'élever, se réunir et ne parler que du développement de Kanyama? Il faut dire que le développement économique dépend de deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'organisation de l'État. Le deuxième facteur, ce sont les individus. On ne peut pas demander à toute une masse de se développer au même moment, mais la masse est conduite par des leaders. Ces leaders peuvent être des leaders économiques. Ce sont ces leaders économiques qui sont des entrepreneurs qui doivent en fait anticiper sur ce qui se fait aujourd'hui pour que demain, ces leaders puissent produire économiquement afin de pouvoir créer l'emploi et le bien-être social de la population. Mais je voudrais aussi dire que le rôle de l'État est important. Et notre État a déjà organisé structurellement son développement. D'abord, dans la Constitution, il est dit clairement à l'article 175 que tout sujet congolais ou tout habitant congolais doit participer au développement du pays ou aux charges publiques. Les charges publiques, comme vous le savez, c'est la sécurité, ce sont les soins médicaux, c'est l'enseignement des enfants et tout ça, ça nous permet. Ici, les charges publiques sont réparties selon les catégories et selon le budget. Parce que maintenant, quand on parle du budget, nous constatons qu'il y a une désarticulation de notre société, de telle sorte que le budget national n'inclut pas aujourd'hui les budgets des provinces. Et pourtant, il est dit que le budget national est constitué
du budget du gouvernement central plus les budgets des provinces. Nous constatons qu'à ce jour, que le gouvernement a pu présenter le budget, les budgets des provinces de 2023 ne sont pas encore adoptés. Quand est-ce que ces budgets vont être intégrés dans le budget national pour que cela constitue le budget de l'État? Ça, c'est un handicap qui aussi touche en fait, le territoire de Kanyama. Nous voyons aussi que le gouvernement, le texte des finances disent que le budget au niveau des provinces est constitué du budget du gouvernement provincial plus les budgets des territoires ou des entités territoriales décentralisées. Aujourd'hui, nous avons fait combien d'années sans que les territoires n'aient des budgets? Et ça handicape le développement de notre pays. Il est heureux de constater que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a pu penser à la reconstruction du pays par la base en commençant par financer les projets des 145 territoires. C'est une bonne chose, nous le remercions et nous l'encourageons et nous espérons que les 10 millions qui vont pouvoir tomber dans le territoire de Kanyama vont être affectés non pas à des éléphants blancs, mais plutôt des projets qui demain vont booster le social de notre population. De ce point de vue-là, parce que cela est une participation de l'État, nous demandons que la population de Kanyama ne puisse pas être en reste. En tant que toutes les autres populations, je plaide pour qu'on puisse réinstituer l'impôt minimum personnel qui peut permettre à ce que la population puisse contribuer directement à son bien-être social. C'est de cette manière que le développement devra se faire. Et le développement ne peut pas se faire en prenant les 10 millions de dollars comme étant un apport brut qu'on amène sans pouvoir mêler les administrateurs réels de ces 10 millions de dollars. Sinon, au départ ou à la fin de ces projets, les projets vont avoir des problèmes de continuation parce que ceux-là qui devraient gérer le projet, en fait, qui sont les administrateurs des territoires, n'ont pas été formés pour pouvoir gérer autant de moyens à travers leur budget. Donc, je plaide pour que, sur l'ensemble du territoire national, qu'on intègre les entités qui, en fait, développent. Parce que le Kanyama ne se développera pas. Kanyama est aussi géré par les administrateurs du territoire, par les chefs de secteur, par les chefs de groupement, lesquels sont ceux qui impulsent le développement de notre pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les ONG vont nous aider à pouvoir construire la République démocratique du Congo. Je sais que les ONG ne développeront pas Kanyama. Je sais que le monde des députés ne développera pas Kanyama. Je sais que le monde des riches de Kanyama ne le développera pas. Mais c'est les investissements dans les entreprises productrices de Kanyama qui vont pouvoir développer notre territoire et qui feront en sorte que l'enseignement qui sera donné à nos enfants à Kanyama, l'encadrement social qui sera fait à nos enfants à Kanyama va permettre à ce que le développement de ce territoire puisse être aussi éloquent que les autres développements de territoire dans la République démocratique du Congo. La matière est vaste, tellement vaste que nous ne saurons pas la consommer en une seule journée. Je souhaiterais que, après avoir diffusé ces images, que les frères et sœurs originaires de Kanyama et ceux qui sont intéressés par le développement de Kanyama puissent réagir à votre émission et nous allons revenir à la suite pour que vous ayez aussi le temps de répondre à toutes ces questions. Mais néanmoins, avant de mettre un petit point final pour l'émission d'aujourd'hui, je voulais prendre juste en image une intervention d'une dame qui s'appelle Jacqueline Mujinga, qui est passée sur le voie de Kanyama TV, qui a interpellé tous les fils et filles de Kanyama en disant « Prenez l'exemple de nos frères et sœurs Luba, qui jadis vivaient à Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, et avaient complètement oublié leur territoire, notamment leur province d'origine, le Kasaï. Au jour d'aujourd'hui, parce que nous sommes dans Sans Embâche, et dans Sans Embâche, nous devons parler à cœur ouvert. Papa Godefroid Mwamba, aujourd'hui vous devez rentrer à Kanyama pour un mois de vacances, ainsi de suite. Irez-vous passer nuit dans la maison de notre grand-père que nous connaissons bien, Souloumou Chimpakou? Irez-vous passer nuit à l'église catholique? Irez-vous passer nuit à l'hôtel Machilé qui n'est resté que l'ombre de lui-même? Où est-ce que vous irez passer nuit? Et pourquoi ne pas songer à construire aussi chez nous? Je pense que le développement n'est pas un problème de sentiments. Là, je sens vraiment une page de sentiments que je ne supporte pas.
Je suis de ceux qui pensent qu'avant qu'un habitant de Kinshasa, un habitant de Kinshasa qui est originaire de Kanyama, avant qu'il n'arrive même à Kanyama pour implanter sa maison, il doit assurer sa survie à Kinshasa. Comment voulez-vous quelqu'un qui n'a même pas où habiter à Kinshasa, ou en fait qui est locataire à Kinshasa, puisse aller et construire la maison à Kanyama parce qu'il faut faire plaisir aux gens de Kanyama? Non, que le développement n'est pas un problème sentimental. Il est possible que cette dame s'adresse à moi et je suis d'accord avec elle, qu'elle me dise tu as déjà deux maisons à Kinshasa, pourquoi tu ne construis pas chez nous? Oui, c'est une interpellation pour moi, mais il faudrait que tout le monde comprenne que le développement n'est pas un problème sentimental. Si j'investis à Kanyama, qu'est-ce que je tire? Si j'investis à Kinshasa, qu'est-ce que je tire? Si j'investis à Kolwezi, qu'est-ce que je tire? Dans l'immobilier, la valeur compte. Si aujourd'hui je construis la même maison avec le même matériel à Kolwezi, je vais toucher 10 fois plus que si je construis cette maison à Kanyama. Est-ce que je suis capable aujourd'hui, même si j'ai des moyens, aller investir là où je ne peux pas toucher? Si par exemple en construisant à Kinshasa, on me paye 750 $ pour payer les études de mes enfants, je pense que je développe Kanyama parce que Kanyama se développe à travers mes propres enfants. Au lieu d'aller construire une maison à Kanyama où on me payera 50 $ pendant que j'ai besoin de 1000 $ pour envoyer mon enfant en chiffres pour aller étudier. Donc si même moi je suis capable d'envoyer un enfant à l'extérieur ou je suis capable d'avoir une maison, mais à plus forte raison, ceux qui sont des Kanyama qui n'ont pas de maison ici, et ils sont majoritaires. Nous allons les condamner, ils vont avoir un esprit de culpabilité, ils ne seront pas heureux parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas construit à Kanyama. Mais comment voulez-vous que quelqu'un aille construire à Kanyama quand il est locataire à Kinshasa? Quand il ne sait pas mettre ses enfants à l'école. Donc je plaide aussi pour mes électeurs qui sont à Kinshasa parce que je suis candidat à Kinshasa. Je ne le vois pas, tout en portant l'amour que nous avons pour notre terroir. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir répondre à cet appel légitime de cette dame et cet espoir légitime des populations qui sont chez nous à Kanyama parce qu'il faut rester objectif. On ne peut pas avoir du sentiment pour du sentiment ou faire du populisme. Et ce populisme-là ne nous amène à rien. C'est pourquoi moi je plaide à ce que le développement de Kanyama ne concerne pas seulement l'espace physique Kanyama, concerne tous les enfants de Kanyama là où ils sont. Si je vois aujourd'hui un enfant de Kanyama qui est aux États-Unis, qui s'est fait élire par exemple dans un état de Massachusetts, mais je suis heureux parce qu'il a développé le Kanyama, lui-même en tant que Kanyama et ses enfants étant des Kanyama, ils sont autant développés. Si aujourd'hui ils ne savent pas venir à Kanyama et construire, demain ils construiront parce qu'en fait il a investi dans le temps. Si nous qui sommes à Kinshasa, nous nous organisons, ce qui est mon cas, pour être candidat à Kinshasa et être élu à Kinshasa, c'est que quand j'atteins ce rang d'honneur, je ne suis plus là que pour vivre pour moi-même, je vais vivre pour les gens de Kanyama, je vais engager quelques personnes de Kanyama autour de moi, et puis je vais peut-être aller construire en Suisse, je vais aller construire chez nous pour amener les enfants chez nous, qu'ils voient là où était leur grand-père et que les gens de Kanyama puissent en profiter. Il est vraiment populiste de penser que quand vous n'avez pas encore rempli le nécessaire, le fondamental, là où vous vivez, que vous alliez construire le fondamental là où vous ne vivez pas, seulement parce que c'est là où vous êtes né. Oui, nous allons construire chez nous à Kanyama, mais cela viendra avec le temps à travers le développement de nous les enfants de Kanyama. Quand plutôt Obama a été chef de l'État aux États-Unis, je pense qu'il a construit tout le Kenya parce qu'il était déjà président des États-Unis. Ce n'est pas quand il était étudiant, ce n'est pas quand il était pauvre Obama qu'il a construit le Kenya. Il a participé à la construction du Kenya parce qu'il était déjà chef de l'État des États-Unis. Et je dis à mes frères de Kanyama, on se bat, aidez-nous à nous battre. Demain, nous allons atteindre le niveau qu'il faut pour pouvoir satisfaire les besoins d'abord primaires de la famille avant d'aller satisfaire les besoins de la communauté de Kanyama, de nous voir tous construire chez nous, et nous espérons que Dieu va nous donner grâce pour que demain nous allions remplir les maisons, les grandes maisons, là où nous avons grandi. C'est chez nos parents et qui sont là-bas, qui gardent encore nos terres. D'accord. Avant de clôturer finalement l'émission, une petite question me revient également. Je vous en prie. Comment trouvez-vous la mutualité de Béné Kanyama ici à Kinshasa? Et quels sont vos rapports envers cette mutualité? J'ai de très bons rapports avec la mutualité parce que moi je pense que quand on se retrouve ensemble, on se réconforte. Et isolés, nous ne sommes pas forts. Réunis, nous sommes forts.
Je salue d'abord ceux qui l'ont dirigé avant. Nous avons Papa Kayembe, qui aujourd'hui du haut de son âge, qui m'a soutenu dans le combat politique où j'étais, parce que vous savez que j'étais à l'UDPS depuis ma tendre enfance. C'est parmi les rares papas qui passaient à la permanence de l'UDPS pour saluer le leader Kiba Samaliba, pour saluer Tshisekedi Ouamulumba. Et il ne manquait jamais une occasion pour écrire la lettre afin de le remercier de l'encadrement qu'il faisait pour moi. Et je pense que Papa Kayembe Olu a travaillé pour notre communauté et que Dieu lui reconnaîtra tout ce qu'il a fait pour tous les enfants de Kanyama. Et je voudrais ne pas oublier de citer mon propre père, Solo Ilunga Mushipako, qui a contribué à la formation de tous les enfants de Kanyama, et je lui suis totalement reconnaissant. Il n'a pas qu'encadré que d'autres enfants, il a encadré aussi ses propres enfants, dont moi-même qui suis un exemple. Et je salue aussi tous ceux qui dirigent la communauté Mutombo Mukulu aujourd'hui, Maître Kassongo qui nous a quittés hier, Kabongo Mwamba qui était avec nous, le grand chef Chilaï qui symbolise aussi l'unité de Kanyama. Donc j'exprime ici ma reconnaissance envers tout ce monde-là et je rassure à la mutuelle de Kanyama ici qui est en train de se débattre d'ailleurs en inventant ou en créant cette chaîne YouTube pour nous permettre de nous exprimer et de favoriser nos relations. Je ne peux pas ne pas reconnaître aussi ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Je cite en passant Gilbert Kassongo Sakadi qui nous a quittés d'heureuse mémoire. Je cite aussi Mwamba Medar Ilunga chez qui j'ai vécu. Peut-être que beaucoup de gens ne savent pas que j'ai vécu chez lui. Et tous les aînés, Léonard Ngoyi, qui m'a aussi abrité chez lui, les Mokuwa Kadjemo qui m'ont encadré, les Mwamba Anastase qui ont eu à me prodiguer aussi des conseils. Donc je reste reconnaissant envers tout le monde, mais ceux que je n'ai pas cités, qu'ils puissent m'excuser parce que la mémoire c'est la mémoire d'homme. J'ai peut-être oublié une ou une autre personne, mais que tous sachent que ma gratitude s'exprime envers tout celui qui a eu à apporter une pierre dans ma petite vie et que je leur promets que je suis de Kanyama. Donc tout mon cœur est tourné vers chez nous, mais cependant nous devons nous battre pour que nous soyons capables d'abord de vaincre les charges que nous avons là où nous vivons avant d'aller investir chez nous, et nous espérons qu'avec Dieu nous allons gagner la vie là où nous sommes tous, ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont des commerçants, ceux qui font un peu de la politique comme nous, pour que le résultat de notre travail puisse féconder la terre de Kanyama et que celle-ci soit construite. Ce n'est qu'une partie remise. Je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et je demande à tous nos auditeurs et téléspectateurs de nous voir prochainement dans la suite de cette émission. Encore une fois, M. Godet, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je salue tout le monde de Kanyama, d'abord à Kanyama et partout là où il se retrouve à travers le monde. Pourquoi pas dans la langue maternelle? Ce serait un plus. Non, faiko, wane babonso. Vije mukulu. Etulami bate wabonso mwando akwibaka kwa kwetu netubake netu nevi ya kwetu konso ne bana batu jinabu konso kutushikete. Merci. Merci beaucoup.